Alors Mathieu Forichon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le créateur de l'affiche des 200 ans du Figaro, l'exposition qui se déroule au Grand Palais. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait ce travail de création sur cette affiche et comment s'est organisée en fait la relation avec le Figaro, les équipes du Figaro. Alors c'était une consultation pour la création de l'affiche, donc des 200 ans. Donc on avait quelques semaines pour proposer une intention graphique, voire une piste. Et donc j'ai fait rapidement le choix d'aller pousser la piste assez loin. Donc le brief, c'était d'illustrer évidemment le bicentenaire, l'histoire du Figaro, comment les gens appréhendaient un petit peu l'actualité, un journal avant et puis maintenant. Donc balayer un petit peu toutes ces 200 ans. Donc moi tout de suite, j'ai forcément les 200 ans du Figaro, ça m'a fait penser à Paris, à l'histoire du journal qui a vécu quand même de grands événements dont la plupart se sont passés dans la capitale. Donc j'ai vraiment eu déjà en première intention d'illustrer cette ville lumière, et donc ça correspond aussi à des choses que j'aime faire dans mon travail d'illustrateur. Voilà, donc je suis parti de là et ensuite il fallait retranscrire ces 200 ans, retranscrire l'amour des gens pour le journalisme ou pour un journal, et puis comment on lit l'actualité, comment on la lisait avant et comment on la lit maintenant. Donc c'était de faire le lien entre le papier, le numérique et entre les différents endroits où on peut trouver également le journal, donc les kiosques, les terrasses de café, les tablettes. Voilà. Donc j'essaie de tout mettre ça dans une image qui allait devenir l'affiche de ce bicentenaire. Très bien. Et du coup, vous avez plongé forcément dans l'histoire. Dans l'histoire du Figaro, est-ce que vous êtes allé aux origines du Figaro aussi? Et qu'est-ce qui vous a peut-être le plus inspiré dans cette trajectoire? Parce que 200 ans, c'est quand même long. Ouais, moi, évidemment, je me suis intéressé. J'avais quelques petites notions culturelles sur le journal. C'est vrai que l'histoire du Figaro qui mêle un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans l'art français, l'écriture, la lecture, la satire, le théâtre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'intéressaient. Parfois, ça frôle le romanesque. Parfois, on est dans la pleine actualité. Parfois, c'était des grandes causes, souvent même, comme l'affaire Dreyfus. C'est forcément des grands écrivains qu'on a lus ou que j'ai découvert aussi ou que j'ai redécouvert finalement en m'intéressant à l'histoire du Figaro. Donc moi, c'était Zola, c'était évidemment comment le journal aussi s'est arrêté, s'est sabordé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est vraiment comment il a su coller aux événements, la commune, enfin tout m'a intéressé. Après, tout ne pouvait pas être illustré, mais j'ai pas forcément de sujets qui m'ont vraiment passionné. Par contre, tous m'ont vraiment intéressé, et surtout ce rapport entre les écrivains et le journal. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose les artistes quelque part. Et j'allais oublier, et me concernant, c'était peut-être assez important, l'illustration au sein du Figaro, le Figaro qui a défendu le projet d'Eiffel, la Tour Eiffel, à l'époque où ce projet était décrié par beaucoup d'artistes. Moi qui suis un amoureux de la Tour Eiffel, c'est des choses qui me parlaient pas mal. Très bien. Et est-ce que vous avez le premier souvenir de la découverte du Figaro? Est-ce que ça remonte à très très longtemps, quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez un peu ce souvenir-là ou... Ouais, moi c'est une couleur, le bleu, déjà. C'est un logo, enfin c'est comme toutes les en-têtes, les premières pages de journaux, on s'en souvient enfant. Et puis après il y a la famille, évidemment. Il y en a qui lisent Le Monde, d'autres qui lisent Figaro. Voilà, tout le monde a connu ça. Donc moi je garde ces marqueurs-là du Figaro. Comme beaucoup de ma génération, le Figaro c'est d'Ormesson, forcément. Beaucoup lu par ma mère. Donc il y a des choses qui font écho comme ça. Donc c'est assez très nuancé comme souvenir, mais voilà, une couleur, un écrivain, et puis des histoires de famille autour des journaux. Et dans votre travail, justement dans l'élaboration créative, vous travaillez par couleur, par illustration. Comment naissent un petit peu ces idées Je suis toujours insatisfait, c'est-à-dire que moi j'aime
la modernité, le numérique, aller vite, faire une affiche, des retouches, etc. Le digital, ça apporte énormément de possibilités. Mais dès que je suis pleinement là-dedans, j'ai un besoin farouche de retourner à mes taches d'encre sur les doigts, au carnet, au crayon. Donc c'est c'est souvent ma recette, c'est des va-et-vient, au début du moins, entre du carnet, où il y aura du Tipex, ça va être rayé, barbouillé, recollé. Puis ensuite, ça va être scanné, retraduit numériquement. Et puis après, je vais peut-être l'imprimer, redessiner dessus. Et j'aime bien ce circuit-là. Ça fait vivre un peu un dessin qui d'abord est pensé pour être numérique à notre époque. Voilà, donc c'est un peu ma façon de... Et le fait d'imprimer, on voit certaines choses qu'on voit pas quand c'est sur un écran de 10 mètres carrés. Voilà. Donc je crois que je suis une génération qui a le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, et donc entre le traditionnel et le numérique. J'ai toujours essayé de choisir, et je pense que je choisirai jamais. Oui, on peut pas dire que le cœur balance. Ou alors il balance tout le temps. Oui, il balance bien, quoi. Ouais. Très bien. Et combien de versions avez-vous faites de cette affiche? Est-ce qu'il y a eu un certain nombre de versions? Est-ce que les versions étaient limitées d'ailleurs? Est-ce qu'on vous a donné des pistes d'emblée? Ou est-ce qu'on vous a laissé un peu le champ libre? C'est un projet qui a bien été mené dans le sens où il y avait un besoin d'un visuel, il y avait une intention forte, c'est quand même les 200 ans, c'est quand même un événement qu'on connaîtra peut-être pas ailleurs, enfin c'est très compliqué d'en trouver d'autres en tout cas. Donc il y avait des intentions, moi j'ai proposé des pistes créatives, des versions autour de ce que je vous ai dit tout à l'heure, une certaine idée d'une image, mais après il y a plusieurs façons de la faire. Et quand on propose une seule image, on se dit toujours est-ce que je vais proposer la bonne alors que peut-être que c'était celle-là qui aurait plu. Donc j'avais vraiment cette idée cette envie de faire cette affiche. Donc j'ai proposé des crayonnés, quelques crayonnés, comme ça pour un petit peu sonder les équipes du Figaro, voir si quelque chose plaisait plus que d'autres. Et finalement, c'est des pistes en fait. Voilà, on est très vite tombé sur le crayonné de l'affiche que vous pouvez voir. Et après, je suis parti sur la réalisation et j'ai eu vraiment une belle carte blanche au sens où il y avait énormément d'intérêt du Figaro pour cette image, mais aussi une écoute, enfin des allers-retours vraiment enrichissants pour faire ce visuel. Et donc, alors vous êtes basé à Lyon, à Lyon, ouais. Et donc vous avez travaillé depuis Lyon, vous avez fait plusieurs allers-retours, vous avez rencontré je viens régulièrement. Je crois que j'aime Paris parce que j'ai la chance de pouvoir la quitter quand ça sature. Donc chaque fois que j'y reviens, c'est pas bien loin, à 2 heures de train. J'ai toujours le même plaisir à découvrir ces bâtiments comme celui dans lequel on est actuellement. Donc oui, c'était des allers-retours, peut-être même juste pour aller voir une sortie de métro, voir un kiosque. Il y en a à Lyon, mais on peut dire ce qu'on veut. Ce qu'il y a derrière le kiosque à Lyon, c'est pas ce qu'il y a derrière à Paris. Donc on a toujours besoin, même sans prendre de photos, de moments d'inspiration comme ça. Donc j'ai fait quelques allers-retours. Ça se faisait évidemment par visio, téléphone, etc. Mais on s'est rencontrés quand même 2-3 fois pour échanger sur tout le projet. Et donc vous avez eu accès à toute une banque d'images, j'imagine, qui vous ont permis aussi d'alimenter un peu votre inspiration. En fait. Ouais. C'était que des images numériques, des très belles affiches qu'on peut voir dans l'exposition. Moi, je suis évidemment plus sensible aux affiches illustrées d'il y a quelques dizaines, voire centaines d'années. Voilà, donc j'ai eu accès à ça, des choses que je connaissais, d'autres non. Et c'est toujours fort de s'inscrire dans ce genre de ligne, en fait, de se dire quelque part. Je fais moi aussi ma petite illustration à la suite des grands d'avant. Et comme vous êtes plongé dans cette histoire, ces 200 ans, est-ce qu'il y a une période en particulier ou plusieurs périodes qui vous attirent, qui vous sensibilisent particulièrement? La Belle Époque, moi, vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'exposition universelle, évidemment, Haussmann avant, juste avant, tous les grands monuments, les grands édifices parisiens, et puis cette époque où finalement il n'y avait rien d'impossible. Je crois que j'ai revu, on est au Grand Palais, j'en ai revu une image du Grand Palais avec une espèce de montgolfière dedans ou un dirigeable. Enfin, à l'époque,
tout était possible, tout était grand, démesuré et à la fois élégant. Donc je dirais que la Belle Époque, c'est une période charnière entre 19e, 20e. Plein de choses se sont jouées et pour le journal et pour le pays. Donc ouais, c'est une période que j'ai trouvée assez riche en images et en histoire. Alors vous disiez qu'une époque où tout était possible, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y a moins de choses possibles. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est juste une sensation Non, comme je ça? dirais qu'il y a tout autant de choses possibles, mais il y a beaucoup trop d'images peut-être maintenant. C'est-à-dire que on se perd là l'image de ce dirigeable, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était assez gros. Il y en a pas tellement que ça. Il y avait des gravures et il commençait à y avoir quelques photos par la suite, mais il y avait, je pense, tout autant de choses, de champs des possibles. Mais on le voit de partout tout le temps, donc on discerne moins ce qui est un petit peu délirant de choses plus normales. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous avez visité un peu l'expo? Vous avez regardé? Ouais. Et vraiment, je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, je veux dire, j'ai passé du temps entre les capsules vidéo qui complètent complètement tout ce qu'il y a en visuel autour dans les grandes allées. Moi, je trouve que c'est vraiment à la fois très très bien fait, c'est prestigieux, enfin comme l'événement l'est, et puis on apprend quand même des choses de façon très ludique et à la fois très profonde et riche. Donc c'est des très beaux documents, très bien mis en valeur, et le rythme de l'expo, je trouve, est vraiment très intéressant. Et c'est aussi un sacré challenge de relever un peu ce défi de créer l'affiche pour les 200 ans. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça n'arrive pas tous les jours. Non, je me suis dit que je l'avais fait et que voilà, je ferais sûrement pas les 300 ans. Et, non, déjà d'être consulté, c'était une grande fierté. Et de l'avoir un petit peu circulé de partout ces derniers temps et de l'avoir ici, oui. Puis d'avoir rencontré surtout vraiment beaucoup de gens autour de cette image. Ouais, ça n'a pas de prix et moi j'en suis très fier. Parfait. En tout cas, merci pour ces explications. Et puis, on vous souhaite encore une fois les meilleurs vœux aussi pour 2026, puisqu'on est en plein dedans. Également. Et on invite tout le monde à venir découvrir cette expo des 200 ans du Figaro au Grand Palais. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.